elles ont une intelligence émotionnelle qui est un peu plus développée et elles ont énormément d'intuition. Parce que j'étais une femme, là c'était compliqué. Voilà, c'est des vraies preuves de générosité. En fait, on nous renvoie systématiquement, quoi qu'on fasse, dans des postures de la femme faible, fragile, démunie. Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Ici, la sororité n'est pas un slogan. C'est une expérience vécue, riche, complexe, parfois bouleversante. Tu vas entendre mes discussions, profondes ou légères, avec des femmes qui partagent leur histoire, leur expertise et leur combat. Tu vas entendre des histoires vraies, sans filtre, de femmes qui tissent des liens, traversent des tempêtes et s'élèvent. On célèbre à la fois la force et la fragilité des amitiés féminines. On ose parler de ce qui gêne, de ce qui répare. Gang de copines, c'est l'espace où la sororité s'assume, se questionne et se vit pleinement. Bonjour Fatimé. Bonjour Élodie. Alors Fatimé, une fois n'est pas coutume, je te laisse te présenter comme tu en as envie. D'accord, alors j'y vais. Donc je m'appelle Fatimé Zakaria, je suis coach et énergéticienne. Et en fait, j'accompagne les femmes à aligner leur carrière sur leur aspiration profonde et à adopter un leadership durable. Alors comment j'en suis arrivée là pour me présenter. Donc je viens du monde du conseil. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le conseil, depuis 2008 en freelance, et j'accompagnais les grands groupes dans leur programme de transformation. Donc, tu vois, j'avais déjà la transformation en essence. Et dans ces programmes de transformation, donc c'est de mise en place de nouveaux process, nouvel orga et nouveaux outils, systèmes d'information. J'ai eu la chance de travailler sur 4 continents. J'ai une carrière très internationale en fait. Et j'ai toujours été passionnée par... moi, j'ai 2 passions, c'est les cultures. Donc, c'est pour ça que j'ai une carrière à l'international. C'est vraiment une de mes passions et l'environnement dans lequel je me sens bien. Et le deuxième, c'est l'humain. Vraiment. J'ai toujours lu des livres de développement personnel depuis l'âge de, 16, 17 ans. J'ai toujours été passionnée par ça. Et en fait, j'ai commencé à me former, moi, au coaching en 2015. Et en fait, c'est des outils qui sont formidables, je trouve, parce que ça te permet de mieux accompagner le changement. Il y a énormément de conduite de changement dans les programmes qu'on gère, de fédérer les équipes, d'embarquer les tiennes, de déjouer les jeux politiques, parce que c'est des environnements qui sont extrêmement exigeants. Et en fait, je te fais cette présentation un peu longue pour te dire comment j'en suis arrivée aux soins énergétiques et à ce que je fais aujourd'hui. Moi, j'accompagnais déjà les entrepreneurs sur leur posture à l'époque, mais jamais vraiment en soi en fait. Et donc j'ai toujours continué les programmes et en fait moi je me suis retrouvée dans un programme en 2021, donc post-Covid, pour une entreprise française très difficile d'un point de vue politique, guerre de directeurs, chaos au niveau des process. Et j'ai commencé à avoir les premiers signes d'un surmenage en fait. Donc c'était pas un burn-out, hein. C'était un surmenage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà c'était anti-valeur, moi, de me retrouver dans des conflits, malentendus. Enfin c'était compliqué, mais c'est surtout que j'y pensais tout le temps, quoi. J'y pensais constamment. Je pensais tout le temps au travail. Et moi je suis maman solo. Tu vois, j'élève 2 jeunes princesses. Et en fait, je fais très attention, tu vois, à pas mettre mon stress sur leur éducation, enfin mon stress au travail sur leur éducation. Et en fait, là, ça débordait en fait, tu vois. Je cuisinais, je pensais au travail. J'étais à table avec elles, je pensais au travail. Ça me réveillait la nuit et je me disais mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça parce que ça impacte trop en fait. Et c'est là où j'ai cherché une solution. Comment me libérer de tout ce stress-là et que je suis tombée sur les soins énergétiques par hasard, tu vois, en me disant bon, j'en avais entendu parler, je vais aller essayer ce truc-là. Et en fait, en ayant testé mon premier soin énergétique, ça m'a complètement libérée de tout mon stress, mais vraiment. Et ça m'a duré pendant 3 jours en plus. Et je me suis dit mais c'est génial ce truc, donc tu vas approfondir. Moi, j'aime comprendre ce qu'il y a derrière, etc. Donc je me suis formée. En formant, j'ai commencé à donner plein de soins. Et je me dis mais en fait, j'ai compris en fait. Le coaching, c'est important de savoir ce qui se joue, tu vois, dans les situations, ce qui se passe pour toi. Et donc, c'est important de mettre des mots, tu vois, de dénouer en fait. Mais ça suffit pas. Quand
pour au niveau physique, émotionnel et mental, en fait. Et donc, je me suis dit, mais en fait, avec la combinaison des soins, là, c'est énorme parce que tu vas travailler la vitalité, tu peux vraiment aider à travailler au niveau des chocs émotionnels et à rendre, enfin, à être plus sereine, en fait. Et donc, c'est comme ça où je me suis dit, bah, je vais faire un pas de côté, tu vois, un pas en arrière. Je vais arrêter d'aider les entreprises à se transformer, je vais aider les personnes à se transformer. Et c'est comme ça que je me suis lancée, Oh. en février 2024. Alors, tu l'as dit, tu accompagnes que des femmes. J'accompagne que des femmes, ouais. Et C'est pourquoi? Alors, c'est vraiment c'était pas voulu. Je te le dis honnêtement, tu vois, je me suis pas dit tiens, je vais accompagner que des femmes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à proposer mes programmes, en fait, c'est des femmes qui sont venues vers moi, tu vois. Et en fait, j'ai pris énormément de plaisir à accompagner ces femmes. Et je pense que mon approche est très féminine aussi. Et Hmm. ça me faisait, en fait, on sait, on vient de ces environnements très exigeants. Et en fait, moi, je leur permettais vraiment, entre nous, de se dire, OK, on enlève le sac à dos là et on y va en fait. Et on y va pour la transformation. Et en plus, je pense que je m'appuie aussi sur vraiment sur les outils qui sont propres aux personnalités des femmes, sur les forces qu'elles ont en fait. Et j'ai une anecdote marrante parce que j'ai une copine, non, j'ai une de mes premières femmes que j'ai coachées, c'était une directrice de la transfo. Et en fait, on était en session de coaching, etc. Elle m'a raconté après que son mari est passé derrière l'écran, parce que je fais beaucoup de visio en fait. Et son mari est passé derrière l'écran et il lui a dit, mais tu la comprends? Et elle a dit, bah ouais, c'est super clair. Et il me dit, mais moi j'ai rien compris. Et en fait, je pense que mon approche est très féminine, mais c'est un vrai plaisir d'accompagner ces femmes-là parce que en fait, ça me permet aussi moi de renouer aussi avec je sais pas comment l'expliquer, mais en fait si tu veux on a beaucoup été sur des modèles de leadership qui étaient très masculins, tu vois. Oh oui, je vois bien, C'est ce oui. qu'on a appris en fait, ce qu'on nous Hmm. apprend dans les écoles, ce qu'on voit en entreprise. Finalement on essaye d'adopter des modèles mais qui sont à l'encontre, en fait, qui sont pas dans notre nature. Ça veut pas dire que il y a une dissociation à faire sur les hommes et femmes, mais par essence, par nature, tu vois, un homme, c'est propre, tu vois, à notre fonctionnement grégaire, quoi. C'est l'homme qui allait chasser à l'époque, tu vois. Donc il y a vraiment cet esprit. Les hommes, ils ont pas de souci à être dans la compétition, tu vois. C'est tout de suite, ils se sentent attaqués, ils vont aller au mode combat. Et nous, en fait, je pense que plus on essaye d'adopter les modèles de leadership masculin et plus on s'éloigne de qui on est vraiment en tant que femme, tu vois. Et on s'appuie pas assez sur nos forces. Je vais te donner des exemples, hein. Par exemple, les femmes, une de leurs forces, mais de leurs forces de façon intuitive, tu vois. Je vais dire, nous, c'était le foyer, la protection, etc. à l'époque, tu vois. Mais même à l'époque grégaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on est déjà beaucoup plus dans la coopération par essence. Par essence, on est plus dans un, alors, on nous a fait croire plein de choses sur les clichés, etc. On reviendra plus tard dessus. Mais par essence, les femmes sont dans la coopération. Et, euh, et tu vois, on a beaucoup d'intuition. Les femmes sont des femmes, elles ont une intelligence émotionnelle qui est un peu plus développée et elles ont énormément d'intuition. Et comme cette intuition, elle est pas cartésienne, tu vois, on peut pas la chiffrer, on peut pas, c'est pas valide, tu vois, dans les entreprises, c'est très les data, les KPI, sur quoi s'appuyer, il faut que ça soit factuel. Et donc, comme cette intuition, elle est pas valorisée, alors que par essence, nous, on va le dire, je le sens pas, je le sentais pas. Tu vois, ça c'est vraiment, c'est bizarre, je le sentais pas. Mais comme on s'écoute pas par rapport à ça, bah finalement, tu rajoutes le fait que tout ce qui fait notre essence, on s'en éloigne, et puis on développe justement. Bah, on a l'impression d'être anormal, on a l'impression qu'on doit imiter les modèles masculins, et donc ça nous développe plus de complexes d'imposteur. Parce qu'on se dit: «Mais je comprends pas, je suis pas à la hauteur, j'essaye d'en faire plus, et je me sens jamais légitime». Mais c'est normal que tu te sentes pas légitime puisque tu essayes d'imiter un modèle qui n'est pas le sien. Ouais.
Et donc, c'est vraiment ce que j'essaye de faire à partir de mon programme, c'est vraiment de leur dire, on va bâtir votre carrière, la carrière qui vous ressemble, à partir de votre vision et de qui vous êtes. Et ça change tout parce que vraiment, elles se disent, mais en fait, j'ai enfin l'impression d'être moi. Et en étant plus elle-même, bah, forcément, elle performe mieux. Bizarrement, hein. Tu viens de parler de la carrière des femmes, la carrière professionnelle. Est-ce que tu peux nous partager tes observations sur l'évolution de la carrière des femmes? Alors, ça va être, comme tu dis, mes observations. Oui, c'est important de le D'accord. préciser, bien sûr. Mais je trouve que c'est Selon important moi, d'après de moi. ouais, de faire le lien. En fait, je trouve ça intéressant de faire le lien entre ce que tu viens de dire sur un peu les différences de mode de fonctionnement entre les hommes et les femmes et les évolutions que toi tu as pu constater ces dernières années, on va dire. Moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était vraiment, tu vois, il y avait encore les clichés. En tout cas, moi, qui véhiculaient, tu vois. Ah, dès que tu mets des femmes entre elles, forcément, ça va faire des histoires. Les femmes entre elles, elles sont vraiment sans pitié. Tu vois, vraiment. Alors là, on est très éloigné de la sororité, quoi. C'est vraiment les femmes entre elles. Euh, on va se crêper le chignon. Voilà. Nous, on va se crêper le chignon, tu vois. Ouais, Et je vois. et moi, en plus, particulièrement sur les programmes que j'accompagne, tu vois, c'est des programmes au niveau mondiaux. Je suis chef de projet et donc vraiment, je me suis retrouvée souvent la seule femme. Tu vois, sur des équipes, on est plusieurs chefs de projet et mais aussi, je dois avouer que j'ai aussi bénéficié de la féminisation des équipes. Il y avait tellement d'hommes. Ouais, Tu vois, moi, ça m'est arrivé pour un grand groupe pétrolier, pour pas dire le nom. Tu vois, c'était en 2012, je crois. Enfin bref, il y avait déjà une grande féminisation des équipes. Et là, c'était sur le département Afrique-Moyen-Orient, enfin l'entité Afrique-Moyen-Orient, tu vois. Il lançait un programme. Et je sais que le directeur était venu me chercher parce que j'étais déjà freelance, hein. Moi, je suis freelance depuis 2008. J'étais déjà freelance, mais il était venu me chercher parce que j'avais la compétence, évidemment, mais aussi parce que j'étais une femme et on était 2 femmes dans l'équipe. C'était assez drôle. Heu, une qui venait, directement, d'un pays d'Afrique et moi, et il était venu nous chercher toutes les 2 pour renforcer, le fait qu'il y avait pas assez de femmes dans les équipes, tu vois? ouais, Et d'ailleurs, il ok. leur disait: «Maintenant, il y a des femmes dans l'équipe, va falloir qu'on on parle différemment». Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup évolué. Voilà, j'étais la seule femme et d'ailleurs, c j'ai une anecdote par rapport à ça, je me rappelle, qui m'avait énormément marquée. C'est, j'étais sur un programme et c'était un programme de transformation achat et en fait, moi, j'avais vu qu'ils avaient pas de chef de projet pour, l'Amérique du Sud, en fait. Donc moi, j'avais commencé, je gérais Norvège, Suède et ils avaient pas de chef de projet pour l'Amérique du Sud. Et moi, je leur avais dit: «OK, moi, je veux bien, vous aider pour l'Amérique du Sud, mais à une condition, c'est que j'habite en Amérique du Sud». Parce que ma fille venait d'avoir 1 an. C'était pas possible de faire tous les 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 déplacements, voyages, ouais. avec un bébé. Enfin, moi, j'ai toujours travaillé à 4 jours, jamais, tu vois, j'ai toujours fait attention de garder du temps pour mes filles, etc. Mais là, je me voyais pas faire tous ces déplacements, enfin voilà, de France. Et donc le client avait accepté, tu vois, de faire en sorte que je parte expatriée avec toute ma famille et que ma fille aille au lycée français, etc. Et j'étais portée par un cabinet qui gérait les managers de transition. Et le gars du cabinet, c'était quelqu'un de très old school, tu vois, mais vraiment, enfin, d'une Ah, j'ai peur. génération où les femmes ne sont pas considérées, tu vois. Et il m'avait dit, oh non, mais vous, alors que j'avais déjà négocié, hein, avec le client final. Et lui, il m'avait dit: «Non, mais avec vous, ça va être compliqué, vous êtes une femme, va falloir une nounou et cetera». Oh, mais ça m'a tellement énervée, là, c'est rare, hein, mais là, c'est parce qu'en général, je regarde pas, je fais pas attention, ou je travaille pas dans ces s'ils veulent pas de femmes, en général, je suis pas là, tout court, je vais même pas me prendre la tête, en fait. Mais là, ça m'a tellement énervée parce que le client avait dit oui, que tout était OK et cetera et que lui mettait son injonction parce que soi-disant j'étais une femme et que c'était non. Ce qui était complètement stupide parce que si un homme partait, il y avait pas de problème pour qu'on fasse exactement Bien les mêmes sûr. frais pour un Ouais, homme, mais ouais, parce ouais. que j'étais une femme, là, c'était compliqué. Donc ce que j'avais fait, bah, c'est que j'ai renégocié le contrat. Du coup, j'ai dit: «Bah, puisque tu dis que je suis une femme et que ça va être compliqué, bah, ça va être très compliqué. Tu vas me payer carrément plus que les hommes».
Ah bah voilà. et tu vas bien rogner sur ta marge. Et c'est le client qui m'avait aidé à négocier. Mais ça m'avait fait rire. Mais parce qu'il m'avait énervé, j'ai dit, bah, pour la peine, tu vas bien rogner sur ta marge et tu vas voir à quel point, oui, c'est compliqué d'avoir une femme à ses côtés. Donc ça, voilà, ça c'est le monde d'avant. Oui, et Et, aujourd'hui? et voilà. Et aujourd'hui, moi, c'est vrai que depuis 2020, c'est ce que je vois. J'ai eu de la chance de me retrouver dans des environnements où là, par contre, c'est complètement différent, entouré de femmes. Au niveau du management, tu vois, ça m'a vraiment surpris. Je me suis retrouvée, depuis mon retour du Brésil, des départements finance que des femmes, des départements. Là, j'avais travaillé sur un gros programme et j'avais été même manager de direction une longue mission de 2 ans et responsable des applications procurement, système d'information du groupe, une femme que j'ai remplacée, finance, une femme, la directrice, une femme, directrice du programme, une femme, directrice business, une femme, mais la CEO de l'entreprise était une femme. Entreprise qui a 40 ans. Et ça se passait très bien. Et là, dernièrement, c'est vrai que une de mes dernières missions qui était dans un cabinet de conseil français, gros programme stratégique, bah, la directrice était une femme, mes collègues, beaucoup de femmes au niveau des postes de management, dont moi-même. Et en fait, c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas moi dans les environnements dans lesquels j'ai vécu, parce que c'est quand même des environnements, encore une fois, je dis très exigeants, c'est les grands groupes, il y a des pressions stratégiques, c'est des projets à plusieurs millions d'euros, donc on attend quand même des résultats. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de charité dans ce monde-là, même si ça peut très bien se passer, mais il y a quand même une grosse exigence, etc. Et en fait, énormément de femmes. Et en plus, ce qui était marrant, c'est que sur ce projet-là, je me suis retrouvée donc à gérer l'Europe, dont la France. La boîte est française. Et le chef de projet côté business, c'était un homme. Et lui, il travaillait pas le mercredi après-midi. Je trouvais ça génial. Mais j'ai dit, mais c'est pas vrai, Hmm. j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, un homme. Et on en parlait, hein, parce que c'est quand même un poste à responsabilité. Et il m'avait dit, oui, avant c'était ma femme qui a jamais travaillé le mercredi après-midi et je lui ai dit maintenant, ça va être moi. Je vais prendre le relais pour les enfants. Et je lui ai dit, mais c'est trop génial parce que au moins, dès le départ, on sait que tous les deux, on travaille pas le mercredi. Et du coup, on sait déjà comment on va gérer le programme et en faisant en sorte de toujours bloquer ce moment-là qui est nos moments pour nos enfants. J'ai trouvé ça extraordinaire d'en arriver là pour te dire l'évolution. Oui. Comment on est passé de c'est quoi ce 4/5e, de quoi elle parle, à ben maintenant même des hommes sur des postes à responsabilité qui commencent à prendre ça en considération très sérieuse. Heureusement que ça évolue comme ça. Heureusement, Ben c'est une ouais, bonne je trouve chose. ça plutôt Ouais, bien ouais, moi. tout à fait. Pour continuer à parler de choses qui se sont passées dans ta vie, est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote à partager sur une entraide féminine qui t'a particulièrement marqué? Alors moi j'en ai une qui est assez récente mais qui m'a vraiment touchée, qui m'a émue même. C'est plus que touchée, ça m'a émue. C'était en juin là. Heu, j'étais dans une soirée networking entrepreneur et je tombe sur une fille et je la regarde et je me dis, «Mais je la connais» et je vais la voir et je lui dis: «Mais t'as pas une chaîne YouTube?» Et elle me dit: «Mais oui» et je lui dis: «Mais j'adore ta chaîne». Je Excellent. consommais son contenu, D'accord. vraiment, hein. Je consommais réellement son contenu, et de manière, et je trouve qu'elle fait un travail hyper quali, On peut heu savoir qui c'est, du coup, on a bah envie. oui, du coup, c'est Charlotte Michelin. Moi, j'adore, D'accord. sur la manifestation et donc je fais ce et donc on parle, on échange et cetera. Une fille super humble, vraiment, enfin voilà, elle est très humble, elle est très ouverte et donc je lui dis que vraiment son travail, j'admire et cetera. Et en fait à cette soirée, je rencontre une autre femme aussi, pareil, Florence Pignot, donc du coup, je dis ces 2 femmes-là et pareil, on discute, on échange et cette fille, elle poste beaucoup sur, Florence poste beaucoup sur LinkedIn, c'est au niveau du leadership, c'est une vraie pointure, vraiment, c'est une vraie pointure et donc ces femmes-là, elles sont installées depuis plus longtemps dans l'entrepreneuriat que moi
Et elles ont des grosses communautés. Enfin, Charlotte, à l'époque, elle avait déjà 15 000 abonnés sur sa chaîne YouTube qu'elle avait lancée 6 mois auparavant. Donc, pour dire à quel point ça rayonne et c'est magnétique. Euh, Pareil, Florence, elle a 20 000 abonnés. Et les deux, donc, on discute. Et en fait, je rentre chez moi. Et 2 jours après, Charlotte, elle poste sur sa chaîne YouTube un post sur moi. Et je me dis, mais c'est Oh tellement gentil. ouais. C'est tellement gentil. Vraiment, ça m'a touchée. Je me suis dit, mais c'est tellement gentil. Elle dit, voilà, j'étais à cette soirée, j'ai rencontré Fatimé, allez la visiter. Parce que c'est une vraie entraide. C'est-à-dire que je lui ai rien demandé. J'ai juste échangé avec elle. J'ai absolument rien demandé du tout. Et en plus, elle a une notoriété qu'elle a envoyée chez moi, pour me faire connaître. C'est une vraie entraide, en fait. Ouais, tout à fait. C'est de la sororité même. On peut pas dire mieux. Oui. C'est un vrai coup de pouce. Elle m'a tendu la main et ça m'a énormément touchée. Et pareil, Florence, quelques temps après, pareil, qui fait un post et qui dit voilà, j'ai rencontré Fatimé, etc. Donc, je me suis dit on est bien loin des clichés de l'entrepreneuriat. C'est la compétition, les femmes entre elles. Non, pas du tout quoi. En tout cas, moi, je le vis pas. Et voilà, c'est des vraies preuves de générosité. Elles sont pas obligées, elles le font. Ça m'a touchée. Ça m'a touchée. C'est vraiment une Très façon chouette. de m'élever, de me mettre à leur niveau, très, ouais, très dans le cœur en fait. Alors, tu viens de parler d'entraide déjà, Mm. dans cette belle illustration de la sororité. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce que c'est vraiment pour toi la sororité? Alors pour moi, la sororité, bah c'est ça en fait, c'est vraiment le fait qu'on puisse s'élever les unes les autres. Tu vois, c'est le fait de t'élever toi. En fait, t'élever toi, tu vas porter, et tu vas élever les autres en fait. Pour moi, c'est ça la vraie sororité. Donc c'est vraiment te qu'on puisse se donner un exemple, qu'on puisse se donner un espace, pardon, où en fait le fait de partager, tu vois, partager tes échecs, tes succès, ce que tu traverses, tu vois, ça va inspirer les autres en fait, parce que ça va vraiment permettre de se dire waouh, je suis pas toute seule, je suis pas la seule à vivre ça. Euh, voilà. Et en plus, ça va te donner des outils que tu n'avais pas forcément, des façons de voir que tu n'avais pas forcément. Et donc pour moi, c'est ça la sororité, c'est comment faire ensemble. Et en fait, c'est même pas comment faire parce qu'en fait, on fait rien. C'est vraiment dans l'être. C'est dans le partage pour élever les autres. C'est ça pour moi la sororité. Et quelle place elle a aujourd'hui dans ta vie, la sororité? Alors, moi, bah, maintenant, elle est à 100%, quoi. J'ai envie de dire, Ah elle est oui, partout. oui. Enfin, elle est à 80%, on va dire, parce que j'ai encore de la famille. Mais elle est partout parce qu'elle est, bah, déjà dans mes échanges au quotidien. Je veux dire, moi, je coach toute la journée, des femmes. Donc on est dans cet vrai échange de partage où moi je leur mets à disposition les outils pour leur permettre de vivre bah, la vie et la carrière qu'elles méritent en fait. Euh, mais c'est vraiment ouais, c'est, tu vois, moi je suis pas fatiguée en fait quand je coach. Je suis vraiment dans cet espace-là. Et puis après il y a au niveau de mes copines, tu vois, moi j'ai des amis, ça fait d'ailleurs ça a été une de mes premières expériences de sororité, je les ai rencontrées, j'étais étudiante, c'était en Angleterre, on s'est rencontrés là-bas, on n'a pas compris, on était 6 filles, on était tout le temps ensemble, euh, et en fait on se rendait pas compte qu'on était 6. Et ça fait plus de 25 ans et on est toujours en contact, on se partage nos vies. C'est hyper. J'ai quelques copines très proches, pareil, sur lesquelles on va faire des restos, on va parler, on va échanger, voilà, on va discuter, on va vraiment se dire qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui se passe pour nous et voilà, s'inspirer les uns des autres. Moi, j'ai ma garde rapprochée, donc vraiment en termes de sororité, c'est ma sœur déjà, mais vraiment, c'est vraiment, voilà, elle a toujours été là pour moi. Je sais qu'elle sera toujours là pour moi dans les moments difficiles, dans tout ce que j'ai pu traverser. Je peux l'appeler, je peux lui dire voilà ce qui m'arrive. J'ai cette chance là et j'ai ma cousine. Ça c'est vraiment mon acolyte. D'ailleurs je l'ai eu au téléphone dimanche. Je lui ai dit je vais faire un podcast, je vais parler de toi. C'est mon acolyte en fait. On se connaît depuis que voilà moi depuis que elle a 1 an de plus que moi, donc depuis que je suis bébé moi, on se connaît par cœur.
On se connaît par cœur. Et elle habite aux États-Unis là, donc on a 6 heures de décalage et on va pas s'appeler tout le temps, tu vois. Des fois, on va pas se voir, mais on sait quand on va s'appeler, on va déjà parler énormément. Elle me dit vas-y coach-moi. Et puis moi aussi, je veux lui dire parce qu'elle me connaît tellement bien que j'ai besoin qu'elle me dise est-ce que c'est moi qui qui vois la situation comme ça ou est-ce que c'est normal en fait. Et elle va pouvoir me détricoter. C'est une des rares qui peut détricoter parce que elle connaît mon mode de fonctionnement. On est vraiment bienveillante là-dessus pour pas penser par rapport à nous mais par rapport à l'autre. C'est rare, hein, c'est précieux. Et on va rigoler, on va tout le temps rigoler et on a nos codes, hein. On a nos codes, c'est-à-dire là par exemple, je peux lui dire dispo, t'es dispo? Si on a comme on a 6 heures de décalage et qu'elle travaille, enfin elle a des Oui. postes à responsabilité, etc. Et donc elle va me dire non, mais à telle heure oui. Et voilà. Et ou alors je vais l'appeler, je vais lui dire non, t'inquiète pas, c'était une gaminerie parce que même les gamineries, on va se les raconter. S'il m'arrive quelque chose et que moi ça me fait rire, eh ben, il faut que je l'appelle. Il faut que je lui dise, tiens, il m'est arrivé ça, c'est trop drôle et on va en Ouais. parler ensemble, en fait. Et on va rigoler ensemble. Et des fois, c'est des vrais sujets plus sérieux et c'est vraiment, il faut que je te parle. OK, bah, attends, je regarde dans ma journée. Je serai dispo à telle heure. OK, on se bloque ce moment-là. Voilà. On a nos codes entre nous comme ça et c'est vraiment précieux. C'est vraiment la personne, bah, que je chéris le plus parce que, sur cet aspect-là, en fait. Trop chouette. C'est beau. Pour continuer avec ta vie personnelle, il y a le sujet Yes. dont on ne doit pas parler. Non, Gros tabou. Gros tabou. je plaisante parce que quand on a préparé cet épisode, tu m'as expliqué que tu étais maman solo. Et du coup, moi, évidemment, en tant que animatrice de ce podcast sur la sororité, je me suis tout de suite dit, ah là là, maman solo, c'est un vrai sujet, c'est difficile. Et alors, je me souviens très bien que j'ai vu ton visage changer littéralement quand je t'ai dit ça. Et qu'en gros, tu m'as répondu, mais non, non, pour moi, c'est un non-sujet. Bah ouais. Tu m'expliques? Mais parce que en fait, c'est ça qui est drôle, c'est drôle. C'est tout de suite, tu vois, on dit maman solo, c'est la maman. Alors elle est épuisée, elle fait ses courses à prise unique avec les enfants qui crient, tu vois, on est tout de suite dans l'image du cliché. Oui, C'est que c'est je vrai, pleure tous c'est les vrai. soirs aux Ouais, toilettes. ouais. Et en fait, c'est fou parce que déjà moi je le vis pas comme ça. En plus, quand on s'est appelé, tu vois, moi j'étais en vacances. Tu vois, j'étais dans un super hôtel, vue sur la mer, donc tu vois, j'étais loin de ça, tu vois, j'étais là, bon, c'est-à-dire que pas trop là tout de suite, tu vois, dans l'immédiat, c'est pas exactement comme ça que je le vis, donc au sens propre. Mais en plus, tu vois, j'en ai pas, du coup, ça m'a intriguée. J'en ai parlé avec ma fille, la grande, et je lui dis, tiens, c'est marrant parce qu'elle m'a dit ça, et elle m'a dit quelque chose de très juste, et ça, j'ai trouvé ça, c'était hyper génial. Elle m'a dit, mais ça, c'est tout de suite, si ça avait été un homme, on n'aurait pas dit ça. Et là, je lui ai dit, mais t'es génial. T'es génial, c'est exactement ça. Parce que si c'était un homme, on va lui dire, oh, mais ce qu'il assure. Ah, mais alors lui, regarde, il élève tout seul ses enfants. Mais tout de suite, on va le mettre sur une aura de, tu vois, de bienveillance, d'admiration. Et en fait, ça nous renvoie, pour moi, c'est les mêmes clichés que travailler avec les femmes. En fait, on nous renvoie systématiquement, quoi qu'on fasse, dans des postures de la femme faible, fragile, démunie, qui peut pas s'en sortir par elle-même. Et je trouve ça horrible parce que c'est pas du tout. Alors je dis pas que c'est facile tous les jours parce que forcément ça va rajouter un petit peu de charge mentale. On va pas se cacher. C'est sûr, quand tu t'occupes de 2 enfants et que tu travailles en même temps, et que tu les lèves le matin, tu vas les coucher. Bon, maintenant, elles ont un peu grandi, donc ça va mieux. Quand elles avaient 3 et 8 ans, tu te retrouves en Covid, enfermé 8 heures de métier par jour avec 2 enfants. Bon, c'est sport. On va pas se mentir. Mais ça veut pas dire pour autant que tu es plus malheureuse que d'autres, en fait. Tu vois, la vie, encore une fois, est pleine de challenges pour tout le monde. On a tous des moments difficiles. On essaye tous de les traverser au mieux. Bon, moi, je sais que je travaille beaucoup ma santé mentale, énormément. Tu vois, je peux pas, de toute façon, je peux pas donner ce que je n'ai pas. Donc, je vais prendre énormément de temps pour moi. Donc, j'ai mes routines qui font en sorte que je préserve ma santé mentale. Et je trouve qu'on a créé un super cadre avec mes filles. Moi, j'essaye vraiment d'être présente, à l'écoute, de leur donner le cadre matériel. Mais on a aussi cette vraie échange, cette transparence qu'on a construit ensemble. Et je trouve qu'il nous soude énormément.
ce côté maman solo d'étiquette qui nous poursuit justement avec ma sœur et ma cousine. On s'est dit on va faire un raid et on va faire un raid. On va pas porter une association, on va nous porter nous toutes les mamans solo à qui on leur dit c'est pas possible. Tu vois, à qui on leur dit c'est pas possible parce que c'est possible parce qu'on est maman solo et en fait c'est tu vois moi j'ai déjà fait un marathon, ma sœur a déjà fait un marathon en ayant nos enfants. On a nos activités, on a nos entreprises. Ma sœur est entrepreneur aussi. Tu vois, moi, je suis maman solo. Pour autant, tu vois, j'ai été quand même freelance dans un cadre certes exigeant, mais bien rémunérateur. Ça m'a pas empêché. Tu vois, il y a pas un moment, je me suis dit ah, je vais pas aller, tu vois, sur le coaching parce que je suis maman solo. Tu vois, je pense que il faut pas penser comme ça en fait. Les projets, faut les réaliser. Il faut savoir s'ils sont bons pour nous, pas bons pour nous, et après ajuster, réajuster et revenir en arrière s'il y a besoin. Et ce raid-là, en fait, on va vraiment le faire pour dire, bah voilà, tu vois, on a un certain âge, on est maman solo, on a élevé nos enfants et on prend soin de nous et on y va et on fait ce raid en fait pour motiver. Et il n'y a pas de limite. Et maman solo, c'est pas une condition sur laquelle on doit se larmoyer. Cette phrase ne veut rien dire. Et puis en plus, si tu veux, c'est toi qui la verras. Si pour toi, maman solo, c'est compliqué, ça sera compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Je vais donner un exemple hyper précis. Covid. On est donc enfermé, c'est le cas de le dire. Sauf qu'en parallèle, il y a aussi des suppressions de coûts assez importantes dans la première semaine. Donc, pendant que toi, tu gères le fait que tu gères tes enfants, etc., bah, derrière, il y a aussi réduction des coûts au niveau des entreprises. Et donc, moi, le service dans lequel j'étais, ils ont coupé tous les contrats des consultants. Sauf moi. Et je me suis dit, c'est un truc de dingue. Parce que je suis la seule qui soit maman solo avec des enfants de 3 ans, 3 et 8 ans, en Covid. Donc, j'arrive pas à me rappeler, c'est pas enfermé, mais tu vois, confiné, voilà. Confiné avec 2 enfants en bas âge. Et en fait, je suis la seule sur lequel ils ont pas coupé le contrat. Alors que mes autres collègues, ils avaient des ados et ils avaient une femme. Tu vois. Et donc, en fait, c'est pour ça que je te dis, c'est un non-sujet. Parce que, en vrai, ils ont pas regardé ma condition. Ils ont regardé, voilà, nous, par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment, bah, sur les consultants qui y a présents, c'est de Fatimé qu'on va avoir besoin. C'est fou. Mais moi, j'aurais même pas cru, tu vois. Donc, même moi, je me suis dit, bon, moi, c'est la première qui va jarter. C'est clair et net. Mais en fait, les gens réfléchissent pas forcément comme ça. Donc, c'est nous qui nous mettons la propre limite. Je dis pas, pour qui c'est dur, c'est dur. Il faut pas, ça, c'est clair qu'on Oui, vit un moment difficile dans sa vie. j'allais faire la même aparté pour dire que on parlait de ta situation à toi, qui Ouais. roulait et avec laquelle c'était très ok, et de dire qu'il y a quand même, on n'est pas en train de faire une généralité sur pour C'est les ça. mamans solo, tout est facile. Il y en a certaines pour qui cette situation les met dans un haut niveau de précarité financière, émotionnelle, et pour lesquelles c'est pas facile, mais c'est pas forcément une fatalité. Le message, c'est plutôt de dire associer maman solo à un truc horrible. C'est pas forcément le cas. Voilà, c'est pas forcément le cas. Comme je te dis, l'exemple où finalement c'est moi qu'on a gardé. Tu vois, ça m'a pas empêché. Et tu peux et excusez-moi, hein, mais c'est vrai, tu peux être en couple et pourtant c'est toi qui portes tout. Moi, la plupart des femmes que je coach, c'est elles qui gèrent Ouais. tout, que ça soit financièrement et la logistique à la maison. Tu vois. Donc en fait, c'est encore une généralité. En fait, c'est d'éviter les clichés. Voilà, c'est tout ce qui. Si on peut éviter les préjugés, les clichés, si quelqu'un traverse une situation, oui, c'est difficile. Pour autant, ce n'est pas une cause à effet. Et c'est pas une étiquette collée sur son front qui définit qui est cette personne. Non, mais on est J'espère pas quand je d'accord. me promène dans Non, la rue qu'on se voit pas. non, mais et c'est hyper important. Du coup, j'ai trouvé ça génial que ce sujet on puisse l'aborder ici pour justement se dire non, attention aux étiquettes. Et Mais là pour le coup, c'est moi qui l'ai fait. Attention à, je t'ai collé l'étiquette de ah là là, maman solo, ça doit être horrible. Et merci du coup qu'on puisse mais discuter de après, ça maintenant. après, j'ai envie de te dire, c'est aussi un mécanisme de défense chez moi que j'ai eu très tôt. C'est parce que moi, j'en cumule trop.
Tu vois, j'étais femme, déjà dans des environnements masculins. En plus, je suis noire. En plus, j'ai des enfants en bas âge. Tu vois, donc c'est un mécanisme de défense très tôt de dire je me regarde pas. Je me regarde pas, quelle Ouais, que je soit la comprends. situation. Ok, trop bien. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. En tout cas, c'était chouette. Top. Comme on est à la fin de l'année, j'ai deux questions bonus pour toi, Fatimé. Quels sont les blocages ou les croyances que tu as le plus rencontrés chez les femmes en 2025? Moi, ce que j'ai le plus rencontré cette année, en fait, dans les femmes que j'accompagne, c'est vraiment bon. Forcément, elles sont en transition. Tu vois, elles savent qu'elles veulent plus continuer leur carrière de la même manière qui les a menées à mettre trop de place au niveau du travail et au détriment de leur santé, hein, et de leurs relations, tu vois, de leur famille. Et donc, forcément, c'est une absence de clarté. Ça, c'est le premier blocage, tu vois. Elles savent pas par où commencer, elles savent juste qu'elles veulent pas continuer comme ça, mais elles savent pas vraiment par où commencer pour avoir une carrière qu'elles aiment un peu plus. Et en fait, il y a vraiment l'incertitude, tu vois. Tout le monde n'est pas à l'aise avec l'incertitude. Et ça, c'est vraiment un vrai blocage de savoir, enfin vraiment d'être intrinsèquement convaincu que tout va bien se passer en fait. Et donc ça c'est important de le travailler. Et puis dans l'incertitude, c'est surtout l'incertitude financière au début. Au début, parce qu'à la fin c'est plus du tout un problème. Le deuxième, moi qui me surprend, c'est le complexe de l'imposteur. Alors ça c'est et vraiment, tu vois, parce que j'accompagne des managers, des dirigeants, tu vois, des personnes qui ont des entreprises avec plusieurs salariés, des VP, et je m'attendais pas que quel que soit le niveau euh, de poste, on a ce sentiment du complexe de l'imposteur que c'est pas assez, que c'est pas bien ce que je fais, de pas voir la valeur de tout ce que je délivre en fait. Ça c'est une vraie croyance en fait, hein, qu'on a parlé hein, sur le fait d'adopter les modèles de leadership masculin, et du coup ça leur empêche des fois, pour certaines, de viser des postes qui sont à hauteur de leur ambition, tu vois. Moi, je vois des femmes, mais elles sont tellement brillantes. Moi, je suis admirative de toutes les personnes que j'accompagne, et je me dis, mais en fait, elles se rendent pas compte à quel point elles valent plus, en fait. Donc ça, c'est vraiment le deuxième blocage. Et donc, le troisième, d'apprendre à poser ses limites pour avoir cet équilibre vie pro, vie perso, auquel elles aspirent, et qu'en fait, elles n'y arrivaient pas parce qu'elles n'arrivaient pas à poser leurs limites, tout simplement, et de se donner le cadre qu'il fallait. Ok. Et qu'est-ce que tu retiens de manière générale de cette année? Du coup, moi, c'est vraiment la diversité. Cette année, j'ai fait, tu vois, aussi bien des programmes de groupe que des one-to-one. Et vraiment, ce que je retiens, c'est voilà, c'est cette diversité de profils qui viennent me voir. À quel point elles sont riches dans le sens en termes de compétences, de savoir-être. Et c'est vraiment ce travail que moi j'ai effectué en même temps, qui est vraiment de prendre sa place en fait, et d'accepter de briller. Et c'est vraiment, voilà, moi c'est ça, je repars avec ça de 2025, c'est toutes les femmes que j'ai pu rencontrer. Tu vois, il y en a qui m'ont dit j'ai l'impression de vivre un rêve, et ça c'est énorme en fait. Et c'est vraiment, ouais, ce que je retiens, c'est au plus tu prends ta place, et au plus tu peux impacter positivement ton environnement. Tu vois, c'est ce côté ruisselette. Ouais, je vois, je vois. Alors merci, parce que ça fait une belle transition vers ma dernière question. Avant de terminer cet épisode, qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui aujourd'hui n'osent pas encore s'affirmer dans leur carrière ou dans leur vie personnelle? Qu'elles osent. Non, Merci, mais fin je de vais être. l'épisode. Non, mais en fait, elles osent pas, et enfin, je veux dire, il y a des raisons. On a quand même été élevés, éduqués, dans des modèles où il faut surtout pas déranger, sois sage, sois consciencieuse, prends pas trop de place, pour qui tu te prends. Enfin voilà. Donc on a énormément d'injonctions, ce qui rend difficile, tu vois, par rapport aux générations d'aujourd'hui.
on les a plus encouragés, soutenus, et donc du coup ils ont moins de blocage. Moi, des fois je rencontre des jeunes de 20 ans, mais je me dis mais c'est un truc de fou où ils en sont. Mais moi jamais à 20 ans j'aurais pu me permettre de faire tout ça. Et je trouve ça hyper positif. Donc c'est vrai qu'il y a tout un terreau qui nous a conditionnés à pas sortir des cases. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est que en fait, moi, je suis intrinsèquement, mais vraiment intrinsèquement convaincue que tu peux avoir une carrière qui te plaît, dans lequel tu gardes ton ambition, mais tout en gardant ton équilibre. Ça, j'en suis entièrement convaincue. Et donc c'est vraiment d'aller vers ça, d'aller vers être plus soi-même, oser être soi et se mettre et se donner la possibilité plutôt que de subir ou de continuer à être dans la frustration, se donner la possibilité d'aller vers là. Parce que je trouve que c'est le plus merveilleux. Trop bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Fatimé. Où est-ce qu'on peut découvrir tes activités et suivre ton actualité? Je poste beaucoup sur LinkedIn. Je suis très active sur LinkedIn, donc faut pas hésiter à même me faire un petit coucou. Moi, j'adore ça. Je réponds à tous les messages. Et puis, je vais remettre en place, ça c'est quelque chose que j'avais fait vers mai-juin et que j'ai un petit peu arrêté et que je vais remettre en place. C'est des lives avec des femmes que j'admire pour continuer à donner et à nourrir cet environnement justement d'authenticité et oui d'aller vers soi en fait, vers nos aspirations et de pouvoir les matérialiser, donc de continuer à donner des clés, et voilà. Et ça peut concerner la santé, ça peut concerner le mindset. Je vais remettre ça en place dans les prochaines semaines. Donc, je publierai sur LinkedIn pour dire tout le monde est le bienvenu. Super. Et puis on mettra les liens dans la description de cet épisode. Super. Merci beaucoup, Elodie. Merci Fatimé.